Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Mon nom est Bruno Lalonde, l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, donc Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 juin 2018. Partout dans la ville, des klaxons résonnent, saluant la belle victoire de France contre l'Argentine 4-3. J'ai suivi le match à la radio avec enthousiasme. Je connais, je connais pas le football, mais assurément, j'adore l'équipe des Bleus. Et cette espèce d'effet là, que vous voyez, ce n'est pas volontaire, c'est mon écran qui se décolle. Mon ordinateur a atteint sa durée de vie programmée et même il la dépasse. Alors, j'espère pouvoir continuer cette série de vidéos sur la collection Nelson, mais j'ai évoqué la possibilité d'en faire peut-être deux par jour. J'ai été de longues semaines, de longs mois à ne plus en faire. La vie réelle étant ce qu'elle est, elle est prégnante, elle emporte tout. On a perdu l'habitude. C'est une discipline, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être, c'est une manière de penser que de faire des vidéos. Parce qu'on offre sa voix, on offre le grain de sa voix, on offre sa bête, sa tronche, sa- son visage, hein, euh, comme ça. Et on se met à s'incarner d'une vie autre, d'une vie virtuelle. Je vous ai parlé hier, de RH. RH. Je vais vous parler de RH et je vais vous parler de Claude Roy, l'écrivain Claude Roy, qui me semble, il me semble qu'on ne lit plus guère aujourd'hui. Personnellement, je l'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Et c'est un critique, c'est un romancier. Et les derniers livres sont des essais, un journal littéraire, où il fait mention de ses nombreuses lectures et de sa passion pour les oiseaux, l'ornithologie. Alors, je vais vous montrer deux choses et je vais vous lire quelque chose et je vais vous parler un peu de RH. Je vous montre une photo. RH est ici. Il est, il est à quelque part. Je ne l'indiquerai pas, mais je vous remonte la photo. Par contre, c'est euh, c'est un souper qui a eu lieu le 17 décembre 1969 à Radio-Canada. Et dans les personnalités connues, en fait, il y a Roger Briand qui apparaît là-dessus. Alors, je peux vous dire qu'en fait, c'est une fête de Noël. Tout le monde semble assez égayé. Et là-dessus, RH a un air dubitatif, un peu étranger à la situation. Alors, je vous ai raconté, ou je l'ai écrit sur ma page Facebook, RH était homosexuel, était gay. Et très curieusement, il avait classé sa bibliothèque d'auteurs gays ou ambigus sur le plan sexuel, ambivalent. Il avait mis sa bibliothèque d'auteurs gays dans un placard. Assez étonnant, il vivait seul, c'est un célibataire. Alors je ne sais trop s'il redoutait que des lecteurs ou des lectrices un peu trop avisés, un peu trop érudits, puissent pressentir ou deviner son orientation. Ou encore, c'était une façon de se dissimuler à lui-même sa propre orientation. Enfin, je ne sais trop. Mais j'ai trouvé ça très curieux parce que quand j'ai acheté sa bibliothèque de ses héritiers, eh ben, j'étais étonné de retrouver tous ces auteurs. On y trouvait entre autres Monterland, Jouando, Perfit, là je nomme les noms qui me viennent en tête, là. Mais Madneff aussi. Euh, je trouve ça très étonnant. Et aussi, RH
était un grand lecteur des auteurs de la gnose, hein. Alors, Raymond Abellio, c'est d'autant plus curieux qu'à ce moment-là, en février, je relisais le journal de Raymond Abellio et je voulais lire le troisième tome. Et il était là, qui m'attendait dans cette bibliothèque-là. Je vous racontais également que RH a grandi à quelques, quelques pâtés de maison d'où j'ai grandi moi-même. Alors, je vous montre l'endroit. C'est sur la rue Iberville, au coin d'Ontario, à l'angle Ontario. Voyez. C'est d'une tristesse infinie, ce bâtiment. Et le relevé, la valeur municipale à l'époque, j'arrive pas à déterminer, ouais, le 24 avril 1980, la valeur municipale de ce bâtiment était évaluée à 25 000 $. Est-ce qu'il y a eu en tête de racheter ça? Je ne sais trop, ou mu par un sentiment de nostalgie. Euh, je ne sais trop. Je ne sais trop qu'est-ce qui a poussé RH. Ça, c'était dans un des livres. Ça aussi, la photo était dans un des livres. Alors, ces exemplaires étaient truffés de tickets de métro, de notes. Ils soulignaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'encre rouge, ce qui donnait un aspect sanglant, sanguignolant à ces livres. J'avais l'impression que du sang était pour s'en écouler, hein. Le sang, le sens, d'avoir été animé par une recherche inlassable. J'ai raconté que, ici ou ailleurs, ou peut-être je l'ai écrit, il avait commencé à lire Nietzsche. Il avait fait relier tous ses livres de Nietzsche. Il a commencé à lire Nietzsche à l'âge de 16 ans et jusqu'à son décès, 75 ans à peu près, autour de 75 ans, eh bien, il continuait de lire Nietzsche. Alors, il a passé sa vie à lire Nietzsche. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier, une vie entière d'un Montréalais, un contemporain, qui a passé sa vie à étudier le philosophe allemand? Je vous ai raconté aujourd'hui que j'avais conservé une soixantaine de ses livres parce qu'ils m'intéressaient personnellement. Certains d'entre eux, certains titres manquaient à ma collection. Alors, dans un de ces livres-là, on arrive à Claude Roy. J'ai trouvé ceci. Il prélevait des citations. Ça donnait la peine la librairie est ouverte, alors je vais m'assurer que personne n'était rentré. Alors, et ça correspond, ces prélèvements tirés pas de comment peut-on être critique, ou sans doute plutôt un chapitre, comment peut-on être critique, et ça correspond en tout point à ce que j'attends, moi, de la littérature et ce que j'attends de la critique. Alors, c'est quelques aphorismes, pas des aphorismes, mais je vais vous lire quelques-uns quelques-uns de ces extraits. Il n'y a pas les critiques et les créateurs. Il y a seulement les bons écrivains et les mauvais écrivains. Les bons romanciers font de la vie sur la vie et les bons critiques font de la vie à partir des livres sur la vie. Il y a les écrivains qui nous parlent des hommes et de l'homme en prenant prétexte d'un texte ou d'une rencontre, d'un spectacle ou d'une expérience, d'un livre ou d'un passant, et il y a les écrivains qui nous parlent de rien. C'est la seule distinction qui soit valable. L'opposition entre la critique et la création est une de ces fausses fenêtres utiles aux discoureurs qui parlent pour ne rien dire. Il n'y a pas de raison qu'un écrivain ne prenne pas pour sujet, personnage, un autre écrivain,
une autre œuvre, plutôt que la première histoire venue et le premier passant qui passe, et qu'il ne tire pas de cette matière une grande œuvre d'art. Il y a même beaucoup de chances qu'à talent égal, l'auteur qui écrit sur le caractère de Pascal, l'œuvre de Stendhal ou le destin de Byron nous donne un livre plus intéressant que celui qui raconte les rêveries d'un poinçonneur de billets ou les aventures d'un cordonnier. Cette grande critique-là est toujours une critique pleine de feu, de vivacité, de conviction. Elle a un accent profondément personnel. Beaucoup de critiques n'ont pas le temps de s'intéresser à ce que font les écrivains. Ils sont trop occupés à dresser le catalogue de ce que ceux-ci devraient faire. Car la plus belle critique, en définitive, n'est jamais une critique qui critique, mais toujours une critique de louange. Nous ne gardons pas mémoire des éreintements et des exécutions, si brillants soient-ils. Mais ce qui subsiste en fin de compte, de ce compte sans fin qu'est l'exercice du jugement, c'est l'adhésion à ce que nous avons retenu et l'enthousiasme pour ce que nous avons aimé. Il n'y a que les grandes amours qui rendent vraiment intelligents et ce qui nous inspire qui puisse inspirer notre plume. Ce n'est pas ce que les hommes haïssent qui nous instruit, c'est ce qu'ils adorent. Les chefs-d'œuvre de la critique sont constitués par ces pages où le critique, qu'il soit créateur-critique ou critique-créateur, oubliait de critiquer, pour s'abandonner à la joie de l'éloge et aux puissances de la passion heureuse. Un peu d'intelligence prédispose à aimer, et beaucoup d'amour dispose à beaucoup d'intelligence. Il n'est pas certain que la musique adoucisse toujours les mœurs. Il est certain, en revanche, que l'admiration aiguise la lucidité. Éreinter est éreintant, mais célébrer ce qui mérite de l'être rend léger, heureux et vivant. Eh bien voilà, je dirais que c'est une des raisons pourquoi moi je n'ai jamais participé à un club de lecture. J'avais une cliente à Côte-des-Neiges qui était une bonne lectrice et qui visiblement faisait ses devoirs, hein, puisque c'est un club de lecture, et elle se forçait d'aller jusqu'au bout d'ouvrages qui ne lui convenaient pas, qui ne convenaient pas à sa complexion. Elle en éprouvait du mécontentement, mais le bonheur d'être un bon élève qui fait bien ses devoirs. Surpassait de beaucoup les désagréments d'une lecture fastidieuse et ennuyeuse. Alors, une élève très appliquée, plus de 70 ans, elle continuait à rester assise sur un banc d'école. Je vous quitte ici. Allez, à demain pour de nouvelles aventures.